Jusqu'à aujourd'hui, le dollar s'en sort bien et l'euro s'en sort bien jusqu'au moment où, à un certain moment, les investisseurs vont dire « Ok, mais là, la dette, d'accord, elle est trop importante. Et puis, la crise, elle est trop profonde. Et puis, les pays, est-ce qu'ils seront capables de me rembourser ?» La France est un État vulnérable du fait de sa dette. La France est un État vulnérable du fait du déséquilibre de ses finances publiques. Aujourd'hui, la France non seulement a beaucoup trop de dettes, mais elle a fragilisé l'ensemble de son système financier. Sa vulnérabilité va commencer par son système bancaire ou son système d'assurance qui détient la majeure partie de la dette française. Or, il faut bien qu'ils remboursent. Comment ils vont rembourser? Planche à billets, l'inflation. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ok, t'as mis, mais là, ils ont mis plein d'argent. Est-ce que ça va tenir ?» Je vais vous montrer quelque chose. C'est un bout de papier avec de l'encre bleue. Regardez. C'est du papier. Simplement, pour vous comme pour moi, c'est 20 €. On y croit parce que ce billet a été créé en contrepartie de richesses réelles. Donc on a confiance. Mais si on se met à imprimer massivement des billets comme celui-là, sans avoir créé les richesses correspondantes dans l'économie réelle, eh bien le risque, c'est que ce billet redevienne du papier, qu'il perde sa valeur à cause de la forte inflation. Et c'est ce qui crée un phénomène d'hyperinflation. Alors l'hyperinflation, c'est quoi? C'est quand l'inflation, d'accord, elle est supérieure à 50% par mois. C'est Kagan, Université de Columbia, qui en a parlé. Et donc on s'est retrouvé, par exemple, le Zimbabwe avec des billets à plusieurs milliards ou plusieurs milliers de milliards, véridiques. Que feriez-vous si vous aviez en poche 50 milliards de dollars zimbabwéens? Eh bien, pas grand-chose. En tout cas, pas si vous aviez touché ce pactole en 2008. Parce que cette année-là, l'inflation a dépassé au Zimbabwe les 80 milliards de pourcents pour le seul mois de novembre. Les prix dans les magasins d'Harare, la capitale, changeaient plusieurs fois par jour. Les économies, les salaires, les retraites ne valaient plus rien. Et avec vos 50 milliards de dollars, eh bien, vous pouviez acheter un œuf, pas beaucoup plus. Et donc, pourquoi on a de l'hyperinflation dans certains pays? Parce qu'ils ont une dette, d'accord, libellée en monnaie étrangère. Par exemple, dollars, euros. Et donc, supposons que, par exemple, un pays, je ne sais pas, le pays, on va l'appeler C. Ce pays, sa devise, c'est 1 C égale 1 dollar. D'accord? Et il a une dette de 1000 dollars. Ou 1000, là c'est 1000, c'est, allez, je vais mettre 1 ou 10 milliards de dollars. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Donc 10 milliards de dollars égale 10 milliards de C, la devise du pays en question. Vous suivez, hein? Maintenant, ce pays, du jour au lendemain, il y a plein d'argent qui sort. Est-ce que la devise, est-ce que le C, il augmente ou il diminue? Quand par exemple, plein d'argent sort du pays en question, est-ce que la devise en question augmente ou diminue par rapport au dollar? Elle diminue, on est d'accord? Pourquoi? Parce que l'offre et la demande. Cette devise C, sa demande diminue parce que les gens n'en veulent plus, ils veulent du dollar. Donc cet argent sort et ces devises s'effondrent. Et donc, si ces devises, elles perdent 50% de leur valeur, la dette de 10 milliards de dollars qui valait 10 milliards de C, elle vaut aujourd'hui 20 milliards. Or, il faut bien qu'ils remboursent. Comment ils vont rembourser? Planche à billets, l'inflation et les prix même des produits importés. Par exemple, on importe des produits en dollars, le prix va augmenter. Et c'est ce qui crée un phénomène d'hyperinflation. D'accord? Et l'Europe et les États-Unis n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont la chance de ne pas avoir une dette en monnaie étrangère. Est-ce que vous comprenez? Donc l'hyperinflation, elle va beaucoup toucher les pays émergents, les pays dont la dette est libellée en dollars. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ok, t'as mis, mais là, ils ont mis plein d'argent. Est-ce que ça va tenir ?» Et là, je vais essayer de vous expliquer
c'est quoi la monnaie? Ça vous intéresse ou pas? La monnaie, est-ce que ça a de la valeur? 1000 $, un billet de 1000 $, ça vaut quoi? Ça vaut quoi 1000 $? C'est de l'argent, pas autre chose. C'est fabriqué, rien de plus. Des bouts de papier avec des dessins, ça nous évite de s'entretuer quand on veut manger. Concrètement, ça vaut quoi? Ça vaut 0, ça vaut le prix du papier. Maintenant, 1000 $. Derrière, il y a la Fed. Derrière, il y a un État. Derrière, il y a une économie. Et derrière, il y a l'obligation d'accepter 1000 $. C'est-à-dire que dans les textes juridiques, quand tu vas auprès d'une banque ou tu vas auprès d'un commerce et tu dis « j'ai 1000 $, ils sont obligés de te vendre. D'accord? Donc, il y a un cours légal. Donc, ça, c'est du droit. Donc, 1000 $ en soi, ça vaut rien. C'est juste que derrière, il y a une confiance, il y a un régime, il y a une institution. Et donc, la monnaie ne vaut rien. Mais la monnaie, c'est quoi? C'est juste quelque chose qui permet de huiler l'économie, c'est-à-dire de permettre de créer des transactions. D'où l'importance d'avoir une banque centrale, d'où l'importance d'avoir une faible inflation, d'accord? D'où l'importance d'avoir une confiance dans les institutions. J'insiste sur la confiance. Donc si jusqu'à aujourd'hui, le dollar s'en sort bien et l'euro s'en sort bien, pourquoi? Parce que l'inflation, elle est faible, d'accord? Ces pays ne sont pas surendettés, ces pays sont capables d'honorer leurs dettes. Donc jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où, à un certain moment, les investisseurs vont dire « Ok, mais là, la dette, d'accord, elle est trop importante. Et puis, la crise, elle est trop profonde. Et puis, les pays, est-ce qu'ils seront capables de me rembourser ?» Et c'est ce qui fait dire à Ray Dalio qu'aujourd'hui, on est peut-être en train de vivre un nouvel ordre mondial. Comme Bretton Woods, comme la fin de l'étalon or, gold standard, d'accord? Parce qu'à un certain moment, le dollar is as good as gold. C'est-à-dire que le dollar était aussi bon que l'or. On pouvait échanger des dollars contre de l'or. Jusqu'à ce que les États-Unis disent « on arrête les amis, on n'est plus capable d'honorer nos engagements ». Et là, il y a eu la fin de la convertibilité du dollar en or. Et donc, Ray Dalio, il dit qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un moment équivalent, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à cette période. Et donc, encore une fois, on n'a pas toutes les infos, c'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais la seule chose qu'on puisse dire, c'est quoi? C'est que ce qui permet aux États-Unis, à l'Europe, de tenir, ce sont les taux d'intérêt bas. Pourquoi? Parce que quand tu as une dette de 100%, mais que les taux d'intérêt sont de 0%, d'accord, tu t'en fiches. Comme il est en déficit, eh ben chaque année, il doit emprunter pour rembourser les vieilles dettes et pour payer le déficit de l'année. Concrètement, la France emprunte pour rembourser ses emprunts et c'est un jeu d'enfant. L'opération a lieu chaque semaine, elle va durer 20 minutes top chrono. Le montant total des offres reçues est de 4,8 milliards d'euros. Toute la mécanique de l'enchère vise à retirer les meilleures conditions de taux pour le contribuable. Et donc, on ne sélectionnera que les offres les plus intéressantes. Quels seront les taux d'intérêt proposés par les banques? L'espoir d'Anthony Requin, bien sûr, c'est qu'il soit le plus bas possible. On a 3 950 000 au prix de marché. Adjugé. Fin du compte à rebours. La France vient d'emprunter 4,3 milliards d'euros. Et la bonne nouvelle du jour, c'est le taux d'intérêt obtenu. Il est négatif. Donc c'est le taux moyen auquel nous avons alloué l'ensemble des lots, donc à moins 0,573. Là, sur ces taux négatifs, on va gagner de l'argent, 3 millions d'euros à peu près.
Mais pourquoi les taux d'intérêt sont de 0%? Parce qu'encore une fois, on en revient à la confiance. On est d'accord? On a confiance dans ces pays, on a confiance dans ces régions économiques ou ces zones économiques. On a confiance. Mais à un certain moment, cette confiance, elle va s'effriter. Et donc, cette crise, ce n'est que le début pour Ray Dalio et il y aura un gros point que je vais développer, mais on est bien d'accord que ce n'est que le début. C'est peut-être la fin d'un système. Et donc, la Chine va à un certain moment dire moi, je ne veux plus de ce système où le dollar domine. Et il y a d'autres pays qui vont dire non, non plus, on ne veut plus de ce système. Et on parle, parce que là, encore une fois, on est encore dans le confinement, on est encore dans « ouais, c'est sympa », mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet, on n'est pas rentré dans le dur, d'accord, de la crise. Et la crise, elle va s'amplifier quand il y aura le combat Chine-États-Unis, les deux puissances mondiales, d'accord? Et les États-Unis sont en train de taper sur la Chine, Donald Trump est en train de taper sur la Chine en expliquant que c'est à cause de la Chine. D'ailleurs, Trump n'arrêtait pas de dire le China virus, d'accord, il insistait sur ça. Au cours des 72 dernières heures, Trump a utilisé ce terme plusieurs fois sur Twitter, même pour le défendre quelques heures plus tard. Because it comes from China. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. Les Chinois ils se sont énervés, ils lui ont dit oh, c'est pas le Chine, c'est pas le virus chinois. Et Trump a augmenté les droits de douane. Et donc, ça rappelle les guerres mondiales. Parce qu'à un certain moment, quand on augmente les droits de douane, d'ailleurs, les États-Unis avaient augmenté les droits de douane par rapport aux Européens. Les Européens ont fait la même chose, ils ont fermé leurs frontières et ça a mené finalement à un accroissement et à une aggravation de la crise. Il ne faut pas l'oublier. Donc on a quand même des similitudes. Donc aujourd'hui, si le combat entre la Chine et les États-Unis devient plus costaud, et il ne faut pas oublier que cette année, c'est les élections pour Trump, ça risque d'aggraver la crise et ça risque d'accélérer les choses. D'où l'intérêt, encore une fois, de cette période qu'on est en train de vivre, parce que finalement, on voit beaucoup de choses dans les livres d'histoire, mais peut-être qu'on est en train de vivre un moment historique. J'espère qu'on va bien s'en sortir tous, que ça ne va pas être dramatique pour nous, mais on est en train de vivre un moment historique, les amis. Donc, ça, c'est le déficit budgétaire du gouvernement. Est-ce que vous kiffez, les amis, ou pas? J'ai envie juste de lire un peu vos remarques. Est-ce que vous kiffez, les amis, ou pas? Russie, bien sûr. Alors, la Russie, ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, les deux puissances économiques mondiales sont la Chine et les États-Unis. Point à la ligne. D'accord? Maintenant, bien sûr qu'il y aura des alliances et les États-Unis, ils ont des amis, mais ils ont également des ennemis. Donc, la Russie, si la Chine lui dit, écoute, on fait un truc ensemble, clairement, ils ne vont pas dire non parce que la Russie n'aime pas beaucoup les Américains. On est d'accord? Oui, alors, la déflation, mais tu sais, je ne peux pas tout développer. Hey, step by step, tu veux que je fasse tout? Déjà c'est beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a, pour tout le monde, c'est clair ce que je viens de développer? Agir au top, très instructif. Merci infiniment, les amis. Vous êtes 5809. Je vois 2500 likes. Franchement, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous voulez du lourd ou pas? Vous voulez du lourd ou pas? Ici, je reviens rapidement sur la dette aux États-Unis. Et ça, c'est la dette aux États-Unis. Vous voyez que ça atteint les 250%. Pourquoi? Parce qu'il y a la dette de l'État américain, il y a la dette des ménages et il y a la dette des entreprises. C'est énorme, c'est énorme. Ça représente 250%. Quel est le pays le plus endetté de la planète? Dites-moi, quel est le pays le plus endetté de la planète? Merci les amis, merci. Quel est le pays le plus endetté de la planète? Bienvenue aux États-Unis, le pays le plus endetté du monde. 23 000 milliards de dollars. Nouveau record sous la présidence Trump. Le prix à payer pour avoir relancé l'économie,
et retrouver le plein emploi. Mais un homme, Georges Hugeux, prédit la catastrophe à venir. Les gouvernements continuent à vivre, j'allais dire, à la petite semaine, mais ça ne peut pas se terminer bien. Et si vous n'avez pas les recettes adéquates, vous empruntez. Et si vous empruntez, vous retombez dans la boule de neige qui fait qu'à un moment donné, la dette va exploser. Les États-Unis d'Amérique, donc effectivement, voilà, ils ont une dette énorme. Et ce qui est incroyable, c'est que les États-Unis, justement, comme ils ont le dollar, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Et donc aujourd'hui, on est clairement dans le vif du sujet. Avec le dollar, ils n'ont pas ce problème d'un pays émergent qui, dès qu'il y a un problème, l'argent il sort de ce pays et se retrouve en hyperinflation. Maintenant, je vais revenir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la déflation et il a totalement raison. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la déflation. Je vais vous parler de l'inflation. En Europe, France, bien sûr, Allemagne, Italie et bien évidemment les États-Unis. L'inflation. Pourquoi l'inflation? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui les programmes de soutien à l'économie? Je vous pose la question. Programmes de soutien à l'économie, est-ce que vous les avez vus? Aux États-Unis, les gars, on leur remet 4 000 $. Chômage. Parfois, ils vont toucher plus que dans leur boulot. En France, en Europe, il y a des programmes de soutien aux ménages. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je parle de avril 2020, les gens ressentent la crise? Est-ce qu'aujourd'hui, en avril 2020, les gens ressentent la crise? Qui c'est ce monsieur? Je ne sais pas. Qui c'est ce monsieur? Qui est ce monsieur? I don't know. I don't know. Bon, donc, avril 2020, on est bien d'accord que ce n'est pas encore le gros de la crise sur un plan financier et sur un plan économique. Bien sûr, sur un plan sanitaire, on est dans le vif du sujet, mais sur un plan financier, sur un plan économique, les gens ne sentent pas. Par contre, pourquoi? Parce que l'État, il a rapidement soutenu. On a les allocations chômage pour ceux qui sont au chômage. Il y a différentes aides. Donc, est-ce que les gens peuvent consommer aujourd'hui et se dire « j'ai encore de l'argent » Je vous pose la question. Est-ce que les gens peuvent encore consommer aujourd'hui et se dire « j'ai de l'argent » C'est notre gourou. Non, je ne suis pas votre gourou, hein, je suis juste Tammy Cabage. Est-ce que les gens peuvent aujourd'hui dire « tiens, j'ai suffisamment d'argent pour consommer » La réponse est oui, d'accord? Donc les gens peuvent consommer aujourd'hui. Mais est-ce que l'offre qui émane des entreprises peut suivre? Je vous pose la question. Est-ce que l'offre qui émane des entreprises peut suivre? Non. Il y a Bruno Le Maire, d'ailleurs je vais revenir dessus rapidement, voilà, qui dit les baisses d'activité sont de 90 à 100% dans l'automobile, etc. L'industrie tourne à 25% de ses capacités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des usines qui sont à l'arrêt, etc. Donc, est-ce que l'argent que reçoivent les ménages aujourd'hui peut leur permettre de consommer? La question qui se pose, question super importante. La réponse est non. Donc, aujourd'hui, on a des stocks, d'accord, qui existent et qui permettent de finalement satisfaire la demande. Mais lorsque les stocks seront de zéro, si jamais l'activité économique ne reprend pas, qu'est-ce qui se passe? La demande sera supérieure à l'offre. Et dans ce cas, est-ce que les prix, ils augmentent? Est-ce que les prix ils augmentent quand, par exemple, tu as la demande, parce que les gens reçoivent toujours un salaire, toujours une rémunération, mais qu'en face, l'offre ne suit pas? On est bien d'accord qu'à un certain moment, soit les prix sont administrés, c'est-à-dire l'État dit « tu ne peux pas augmenter les prix », soit l'offre et la demande elle est supérieure à l'offre, donc les prix augmentent. Et ça peut créer de l'inflation, voire de l'hyperinflation. On n'y est pas encore, mais je fais que répondre à la question. D'accord? On n'y est pas encore. Mais on est bien d'accord que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est du jamais vu.
C'est-à-dire les nations, elles ne se battent pas entre elles, mais elles ont un ennemi commun qui s'appelle le coronavirus. Et les gouvernements occidentaux ont fait des interventions économiques qu'on avait complètement oubliées, impensables en dehors d'un temps de guerre. D'accord ? Ils ont promis des sommes astronomiques pour soutenir les entreprises, les travailleurs sinistrés. Ils ont ordonné à des pans entiers de l'industrie d'arrêter, par exemple Tesla qui fait des respirateurs, etc. Réorienter leur production, c'est impensable. On demande à des entreprises de produire autre chose que ce qu'elles produisaient. Les industriels français réfléchissent aussi à participer à cet effort de guerre, notamment dans le secteur automobile. Des collaborations se mettent en place. Renault espère débuter en fin de semaine l'assemblage de 500 respirateurs artificiels sur son technocentre de Guyancourt, notamment grâce à des joints produits par Michelin et à certaines pièces imprimées en 3D. PSA réfléchit de son côté à ouvrir un atelier de fabrication de pièces détachées pour respirateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment pareil sur un plan historique. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Ray Dalio qui parle d'un changement d'ordre mondial et il dit « Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle économique de grande ampleur. Les États sont surendettés, des taux d'intérêt historiquement bas et nous ne sommes plus dans un système libéral parce que l'État aujourd'hui s'est accaparé tout. Hein. L'État contrôle, l'État domine l'économie. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont devenir des entreprises d'État. D'accord ? C'est bien parce que ça permet de limiter la casse. Maintenant, encore une fois, on est dans un nouveau système, dans un nouveau monde. Et bien évidemment, la croissance qui a du mal à reprendre. J'espère que vous avez kiffé le live, les amis. Est-ce que vous avez kiffé ou pas ? Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Et je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis bien évidemment, j'espère que cette analyse, elle vous a aidé à y voir plus clair, à avoir un avis qui n'est pas finalement l'avis totalement négatif, totalement positif. C'est un avis pondéré, c'est un avis également argumenté. On est dans un nouveau paradigme. Alors bien sûr, un nouveau paradigme, ça ne veut pas dire que ça va changer comme ça. Ray Dalio, j'aime beaucoup son analyse, mais c'est une analyse fondamentale longue, long terme. Lui, son analyse, c'est on est dans un nouvel ordre mondial, ça y est, c'est fini. Moi, mon analyse, elle est beaucoup plus nuancée, c'est peut-être qu'il a raison, mais il faut que le marché me donne de la viande, me donne des arguments, d'accord? Et là, il me manque quand même quelques éléments, mais malgré tout, sur un plan fondamental, c'est plutôt négatif. Et sur un plan technique, pour le moment, c'est encore négatif. C'est bon pour tout le monde ou pas, les amis?